Il pensait qu'elle n'était qu'une serveuse. Il croyait que l'argent faisait le pouvoir. Mais en une seule phrase, tout a basculé. Dans ce restaurant de Manhattan, l'arrogance a rencontré quelque chose de bien plus fort, la vérité. Voici l'histoire d'une femme que personne n'aurait dû sous-estimer. Il regarda l'étiquette de son nom, puis ses chaussures usées, et esquissa un sourire de mépris. Pour Harrison Sterling, la serveuse qui se tenait devant lui n'était pas une personne, mais un simple élément du décor de son univers de pouvoir et de richesse. Il pensait qu'en utilisant un français rare et prétentieux, il pourrait la rabaisser devant son invité et affirmer sa supériorité. Il croyait être l'homme le plus brillant de la pièce. Il se trompait. Il ignorait que cette femme, tenant son menu entre ses mains, n'était pas seulement une serveuse, et que les quelques mots qu'elle allait prononcer changeraient bien plus que le cours de cette soirée. Voici l'histoire du moment où l'arrogance a rencontré plus fort qu'elle. L'air du restaurant Loroni, l'un des établissements français les plus luxueux de Manhattan, était chargé d'arômes coûteux et d'un silence feutré réservé aux élites. Pour Sarah Bennett, cet endroit sentait surtout la fatigue. Il était 20h15, un vendredi soir, et le service battait son plein. Depuis 9h, elle enchaînait les allers-retours, le corps tendu, les pieds endoloris dans des chaussures fatiguées. Aux yeux des clients, elle n'était qu'une silhouette discrète, une voix polie, une présence invisible. Personne ne savait qu'autrefois, à Paris, elle était doctorante en linguistique comparée, promise à un avenir brillant, avant qu'un appel ne bouleverse sa vie, la maladie de son père, les factures, le retour précipité, le sacrifice silencieux. Quand les portes s'ouvrirent, un homme entra le premier, sûr de lui, impeccablement habillé, le regard calculateur. Harrison Sterling, financier influ, connu pour ses méthodes agressives, prit place à la meilleure table, comme s'il possédait déjà les lieux. À ses côtés, une femme élégante mais mal à l'aise, prisonnière d'un silence pesant. Sarah s'approcha, professionnelle, calme, malgré la tension. Harrison parla sans même la regarder, critiquant, exigeant, cherchant à montrer sa supériorité à chaque mot. Ses remarques, bien que déguisées sous un ton sophistiqué, portaient le poids du mépris. Pourtant, Sarah resta droite, digne, maîtrisant chaque geste. Lorsqu'il contesta le vin, haussa la voix, chercha à humilier, elle répondit avec calme, sans se laisser atteindre. Elle savait reconnaître le jeu, il ne s'agissait pas de cuisine, mais de pouvoir. En cuisine, on lui rappela de rester forte, de ne pas céder, car certains hommes aiment provoquer ceux qu'ils croient inférieurs. Lorsqu'elle revint à table, le regard de la femme assise en face d'Harrison croisa le sien, et dans ce bref instant, un message silencieux passa, elle n'était pas seule. Puis Harrison, désireux d'impressionner, décida de changer de langue, parlant un français volontairement compliqué, ancien, théâtral, certain que personne ne pourrait le suivre. Il pensait humilier. Il pensait dominer. Mais il ignorait encore que ce choix allait révéler toute la vérité, et que le silence qu'il allait créer ne serait pas celui de la soumission, mais celui de la surprise. Dans un restaurant élégant de Manhattan, l'atmosphère semblait calme, mais une tension invisible flottait dans l'air. Harrison Sterling, un client riche et sûr de lui, s'adressait à la serveuse, Sarah, avec un ton volontairement compliqué, utilisant un français maladroit pour se donner une apparence supérieure. Il attendait qu'elle se trompe, qu'elle hésite, afin de pouvoir la rabaisser. À sa table, Jessica, gênée, baissait les yeux, consciente du malaise. Sarah, immobile, écoutait sans répondre, tandis que le bruit du restaurant s'éloignait peu à peu. Elle observait cet homme persuadé que l'argent remplaçait le savoir, que le costume remplaçait la culture. Et alors que la fatigue pesait sur ses jambes, une clarté froide l'envahit. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix changea. Elle répondit en français, mais pas n'importe lequel, un français précis, élégant, maîtrisé, celui d'une femme qui avait passé des années à défendre des idées dans les amphithéâtres les plus exigeants. Elle corrigea calmement sa grammaire, expliqua le vin avec une précision académique et conclut avec une politesse implacable. Le silence fut total. Tout le restaurant s'était figé. Harrison comprenait à peine les mots, mais le message était clair, il venait d'être dépassé. Pour la première fois, son assurance vacilla. Sarah, sans hausser le ton, reprit ensuite l'anglais et nota la commande avec professionnalisme avant de s'éloigner dignement, laissant derrière elle un homme face à sa propre arrogance. Une fois hors de vue, l'adrénaline tomba. Sarah tremblait. Elle savait qu'elle venait de risquer son travail, son logement, et la stabilité de son père malade. Car 3 ans plus tôt, elle était une brillante étudiante à Paris,
promise à un avenir académique, jusqu'au jour où un appel l'avait ramenée chez elle. Son père avait fait un accident, perdant l'usage de la parole, et les factures médicales avaient détruit tout espoir de continuer ses études. Elle avait tout quitté pour travailler, pour payer, pour survivre. Dans ce restaurant, elle n'était pas une simple serveuse, elle était une fille qui se battait pour sauver son père. Alors, lorsqu'on l'accusa injustement d'un vol, lorsqu'on la menaça devant tout le monde, elle sut qu'elle ne pouvait pas fuir. Elle redressa les épaules, ajusta son tablier comme une armure, et retourna dans la salle, prête à affronter la vérité, non par orgueil, mais par dignité. Car parfois, le vrai pouvoir n'est ni l'argent ni le statut, mais le courage silencieux de rester debout quand tout peut s'effondrer. Dans le silence tendu du restaurant, la voix d'Harrison résonna sous le plafond voûté tandis qu'il accusait le personnel d'avoir fait disparaître sa carte, affirmant avec arrogance que cet endroit n'était qu'un repère de personnes malhonnêtes, menaçant de tout faire fermer, puis apercevant Sarah sortir de la cuisine. Il la désigna sans hésitation, persuadé qu'elle était coupable, et tous les regards se tournèrent vers elle, les clients, les employés, certains sortant déjà leur téléphone pour filmer la scène, mais Sarah avança calmement, sans regarder les caméras ni le manager, fixant Harrison droit dans les yeux, s'arrêtant à quelques pas de lui pour affirmer d'une voix posée qu'elle n'avait rien pris et qu'il le savait, ce qui le fit rire d'un rire dur, insinuant qu'elle était désespérée, qu'il avait remarqué ses chaussures, son regard sur sa montre, et qu'il pensait que certaines personnes croyaient que le monde leur devait quelque chose, s'approchant encore pour la mettre sous pression en la menaçant d'appeler la police si elle ne vidait pas ses poches, plongeant la salle dans un silence absolu, mais Harrison commettait une erreur, car il pensait que Sarah était seule, sans soutien, et que dans cette salle, seule sa voix comptait, jusqu'au moment où une chaise racla le sol depuis une table discrète dans l'ombre, et qu'un homme aux cheveux gris, vêtu d'une veste de tweed élégante, se leva lentement, avançant avec une assurance tranquille mais écrasante, déclarant d'une voix calme et marquée d'un accent européen que cela suffisait, provoquant la colère d'Harrison qui tenta de l'écarter, mais l'homme, sans se troubler, expliqua que la carte se trouvait probablement dans la poche intérieure gauche de sa veste, celle qu'il avait touchée nerveusement en se levant, et malgré sa résistance, Harrison finit par vérifier, sortant devant tout le monde la carte noire, provoquant un souffle collectif dans la salle, tandis que l'homme commentait avec ironie que les lois de la physique semblaient avoir fait un miracle, ou que la vérité était plus simple, et que Harrison avait tenté de détruire la réputation d'une femme innocente, ce qui fit basculer l'opinion générale contre lui. Jessica, jusque-là silencieuse, se leva et refusa de partir avec lui, déclarant qu'elle ne voulait plus le suivre, et lorsqu'Harrison tenta de réagir, l'homme élégant s'interposa, révélant alors son nom, Lucien Valmont, faisant disparaître toute arrogance du visage d'Harrison qui comprit qu'il faisait face à l'un des groupes financiers les plus puissants d'Europe, Valmont International, principal créancier de ses propres affaires. Et Lucien annonça calmement qu'il allait contacter son conseil pour exiger le remboursement immédiat de ses dettes, non par vengeance, mais par principe, car il ne confiait pas son argent à des hommes sans intégrité, avant de se tourner vers Sarah pour lui présenter ses excuses et saluer son expertise, révélant qu'il connaissait ses travaux universitaires, son mémoire, et qu'il la cherchait depuis des années, laissant Sarah stupéfaite, tandis que la salle, encore vibrante d'émotion, comprenait que quelques minutes plus tôt, elle n'était qu'une serveuse accusée à tort, et qu'elle était désormais au centre d'un moment que tous raconteraient longtemps, mais Sarah, tremblante, n'en ressentait pas la victoire, seulement le poids de ce qui venait de se produire, jusqu'à ce que le manager, soudain très respectueux, tente de se rattraper maladroitement, proposant de lui offrir des congés payés, ce qu'elle refusa calmement, avant que la voix de Lucien ne retentisse à nouveau, l'invitant à s'asseoir, affirmant qu'il avait désormais le pouvoir de fixer les règles, et demandant qu'on lui apporte un verre d'eau et le vin qu'elle avait si bien défendu, tandis que Sarah comprenait que cette nuit venait de changer le cours de sa vie à jamais. Sarah regarda la chaise vide, puis le visage calme et attentif de Lucien, avant de détacher lentement son tablier, comme si elle laissait derrière elle une ancienne peau, puis elle s'assit en silence. À cet instant, une ombre passa devant la table, et croyant reconnaître le client arrogant, elle sursauta, mais c'était Jessica. La femme à la robe rouge, visiblement bouleversée, le regard plus sincère que jamais, tenant son sac à deux mains, la voix tremblante lorsqu'elle s'excusa d'avoir gardé le silence plutôt face aux moqueries, expliquant qu'elle avait eu peur, et Sarah comprit alors qu'elle avait devant elle une femme prisonnière d'une influence toxique, qui venait enfin de trouver la force de s'en libérer. Jessica la remercia, posa de l'argent sur la table, lui laissa son numéro et lui proposa un avenir différent,
un travail où son intelligence serait respectée, puis quitta le restaurant la tête haute, laissant derrière elle une vie qu'elle ne voulait plus, tandis que Lucien, observant la scène, murmura que le vrai caractère se révélait souvent dans les moments inattendus, avant de fixer Sarah avec sérieux et de lui rappeler son passé universitaire, son mémoire brillant sur le langage et le silence, qu'il n'avait jamais oublié, révélant qu'elle avait été pressentie pour une prestigieuse bourse internationale, interrompue par une urgence familiale. Sarah confia alors que la maladie de son père l'avait forcée à abandonner ses rêves pour survivre, à échanger les livres contre les plateaux, et Lucien, sans la plaindre, lui offrit une compréhension rare, lui expliquant qu'un esprit comme le sien ne devait pas être perdu, puis lui proposa de diriger un projet unique d'archives historiques, un travail où son talent serait enfin reconnu, avec un salaire qui lui coupa le souffle. Plus encore, la possibilité d'offrir à son père les meilleurs soins médicaux possibles. Submergée par l'émotion, Sarah comprit que ce n'était pas seulement un emploi, mais une renaissance, et quelques mois plus tard, dans la lumière paisible d'une grande bibliothèque new-yorkaise, elle travaillait enfin à ce qu'elle aimait, jusqu'au jour où son père entra, soigné, apaisé, capable de prononcer à nouveau son prénom, et dans cet instant suspendu, Sarah sut qu'elle avait tout retrouvé, sa dignité, son avenir et sa voix, prouvant que le vrai pouvoir ne vient ni de l'argent ni de l'arrogance, mais du savoir, du respect et du courage de rester soi-même, car ce soir-là, sans élever la voix, elle n'avait pas seulement gagné une discussion, elle avait repris sa destinée, rappelant au monde que les mots, lorsqu'ils sont portés avec vérité, sont les seules choses qui traversent le temps. Les jours qui suivirent ce soir-là passèrent comme un rêve flou, irréel, suspendu entre la fatigue et l'espoir. Sarah se réveillait chaque matin avec la sensation étrange d'avoir quitté une vie pour en entrer dans une autre sans transition, comme si l'univers avait brusquement tourné une page sans lui demander la permission. Elle n'était plus serveuse, mais elle n'était pas encore redevenue universitaire. Elle se trouvait dans cet espace fragile où tout peut encore s'effondrer, mais où tout peut aussi naître. Dans son petit appartement, les murs semblaient différents, comme s'ils écoutaient enfin le silence autrement. Elle relisait les courriels officiels, les contrats, les signatures, pour être certaine que rien n'était une illusion. Le nom de Lucien Valmont apparaissait à chaque page, posé là avec une sobriété presque rassurante, comme une promesse tenue. La première fois qu'elle entra dans le bâtiment de Valmont International, ses mains tremblaient légèrement. Le hall était immense, baigné de lumière, mais elle n'y ressentit aucune intimidation. Elle avait connu pire, l'humiliation, le doute, la peur de perdre son père, la fatigue qui broie les corps et les âmes. Face à cela, le marbre et le verre n'étaient que des matériaux. Lucien l'attendait dans un bureau discret, loin des étages de pouvoir. Il ne la reçut pas comme une employée, mais comme une égale, lui parlant de son projet avec une passion sincère, sauver des archives, redonner une voix à des textes oubliés, restaurer des langues menacées. Sarah comprit alors que cet homme ne l'avait pas aidée par charité, mais par respect. Les semaines devinrent des mois. Le travail était intense, exigeant, mais profondément vivant. Chaque document qu'elle touchait, chaque phrase qu'elle déchiffrait, résonnait comme une revanche silencieuse. Elle retrouvait son souffle, sa rigueur, son amour du langage. Elle n'était plus une femme qui subissait, mais une femme qui construisait. Et chaque soir, après le travail, elle rendait visite à son père dans la clinique privée où il recevait enfin les soins qu'elle n'avait jamais pu payer. Les progrès étaient lents, presque imperceptibles, mais réels. Un clignement d'œil. Un doigt qui bouge. Un murmure qui ressemble à un mot. L'espoir, fragile, s'installait à nouveau. Pendant ce temps, Harrison Sterling disparaissait peu à peu du paysage financier. Les journaux parlaient d'enquêtes, de retrait de fonds, de partenaires qui prenaient leur distance. Ce n'était pas une chute spectaculaire, mais une érosion lente, implacable, comme l'eau qui creuse la pierre. Personne ne faisait le lien avec cette soirée, mais Sarah savait. Elle n'en tirait aucune satisfaction. Elle comprenait désormais que la véritable victoire n'était pas de voir un homme tomber, mais de ne plus dépendre de son regard. Un soir, alors que Sarah travaillait tard dans la bibliothèque silencieuse du projet, Lucien s'arrêta derrière elle et lui demanda si elle avait déjà pensé à écrire de nouveau. Pas des articles. Pas des thèses. Mais une histoire. La sienne. Elle sourit d'abord, hésita, puis répondit que certaines choses étaient encore trop proches, trop douloureuses. Il acquiesça, avec cette sagesse tranquille de ceux qui savent attendre. Les mots viennent quand on est prêt à les porter, dit-il simplement. Quelques semaines plus tard, alors que son père réussit pour la première fois à dire son prénom sans effort,
Sarah pleura en silence dans le couloir blanc de la clinique. Ce soir-là, elle rentra chez elle, ouvrit son ordinateur et commença à écrire. Non pas pour se venger. Non pas pour prouver quoi que ce soit. Mais pour témoigner. Pour laisser une trace. Les phrases coulaient comme si elles avaient attendu des années. Elle écrivait sur le silence, sur l'arrogance, sur la dignité, sur les mots qui blessent et ceux qui sauvent. Elle écrivait pour ceux qui travaillent dans l'ombre, pour ceux qu'on regarde sans voir, pour ceux qui savent mais qu'on ne croit pas. Le manuscrit circula d'abord timidement, puis avec force. Un éditeur l'appela. Puis un autre. On lui proposa des conférences, des invitations, des tribunes. Elle accepta certaines, refusa d'autres. Elle apprenait à dire non. À poser des limites. À ne plus s'excuser d'exister. Un jour, en entrant dans une grande salle parisienne pour donner une conférence sur le langage et le pouvoir, elle s'arrêta un instant sur le seuil. Elle repensa à la serveuse fatiguée, aux chaussures usées, à la nuit de Manhattan. Elle inspira profondément, puis entra, droite, calme, libre. Des années plus tard, lorsqu'on lui demanda quel avait été le moment où tout avait changé, elle ne parla ni du contrat, ni de la bourse, ni même de Lucien. Elle parla d'un silence. Celui d'un restaurant figé, d'un homme arrogant soudain démuni, et d'une femme qui avait décidé de ne plus se taire. Et dans ce silence, expliqua-t-elle, elle avait entendu quelque chose de plus fort que toutes les insultes, sa propre voix, enfin intacte. Car certaines nuits ne détruisent pas. Elles révèlent. Et parfois, il suffit d'un seul mot, prononcé avec vérité, pour que toute une vie reprenne son sens. Le succès du livre arriva sans fracas, sans explosion, mais comme une vague lente et continue qui finit par tout toucher. Sarah n'avait jamais cherché à être vue, et pourtant, les lecteurs se reconnaissaient dans ses mots. Des serveuses, des infirmières, des enseignants, des hommes et des femmes oubliés des grandes histoires lui écrivaient pour lui dire qu'ils s'étaient sentis moins seuls, qu'ils avaient trouvé dans ses phrases le courage de rester debout. Sarah lisait chaque message avec une attention presque sacrée. Elle comprenait alors que le langage, qu'elle avait étudié toute sa vie, ne servait pas seulement à nommer le monde, mais à le réparer. Lucien, fidèle à lui-même, restait discret. Il la félicitait rarement, mais quand il le faisait, ses mots pesaient plus que des discours entiers. Il lui rappelait souvent qu'elle n'avait rien à prouver, que sa valeur n'était pas née de cette nuit à Manhattan, mais qu'elle y avait simplement été révélée. Leur relation évolua lentement, sans urgence, faite de respect, de silence partagé, de regards qui comprenaient sans demander. Ils n'étaient pas deux personnes qui se sauvaient l'une l'autre, mais deux êtres qui marchaient côte à côte, conscients de leurs blessures, mais libérés de leur poids. Un jour, Sarah reçut une invitation inattendue, le restaurant Loroni souhaitait la revoir. Le nouveau propriétaire, un ancien chef devenu entrepreneur, voulait transformer le lieu, lui donner une autre âme, et il tenait à ce qu'elle soit présente lors de la réouverture. Sarah hésita longtemps. Le passé n'était plus douloureux, mais il restait chargé. Finalement, elle accepta. Non par nostalgie, mais pour fermer une boucle. Lorsqu'elle entra de nouveau dans la salle, tout avait changé. Les tables, la lumière, les visages. Rien ne portait plus l'empreinte de cette nuit-là, sauf elle. Elle s'assit à la même place que jadis, non plus comme serveuse, mais comme invitée d'honneur. On lui servit le même vin, celui qu'elle avait défendu, celui qui avait tout déclenché. Elle le goûta lentement, et un sourire imperceptible traversa son visage. Les mots, parfois, ont un goût. Au fond de la salle, un jeune serveur tremblait légèrement en s'approchant d'elle. Elle le reconnut immédiatement, la même fatigue dans les yeux, la même peur de mal faire. Il s'excusa trop vite, comme ceux qui ont appris à s'effacer. Sarah posa doucement sa main sur le menu et lui dit, avec une simplicité désarmante, « Prenez votre temps. Je vous écoute. » Le jeune homme releva les yeux, surpris. Ce geste, minuscule, était pourtant une révolution. Elle comprit alors que la dignité se transmet, parfois sans bruit. Quelques mois plus tard, Sarah fonda un programme discret, presque invisible, financé par Valmont International mais totalement indépendant, des bourses pour ceux qui avaient dû abandonner leurs études à cause de la vie, de la maladie, de la pauvreté, de la peur. Elle ne donna pas son nom au projet. Elle voulait que les bénéficiaires se sentent libres, pas redevables. Chaque lettre de candidature qu'elle lisait lui rappelait sa propre histoire, et elle choisissait non pas les plus brillants, mais les plus obstinés, ceux qui n'avaient pas cessé d'aimer malgré les renoncements.
Son père, lui, retrouvait peu à peu la parole, puis le sourire, puis cette lumière dans les yeux qui dit que l'on revient de loin. Un après-midi, assis sur un banc face à l'Hudson, il lui dit d'une voix encore fragile mais claire, « Tu n'as jamais été une serveuse. Tu étais juste une femme qui attendait le bon moment pour parler. » Sarah ferma les yeux. Elle savait que cette phrase resterait avec elle toute sa vie. Les années passèrent, et Sarah devint une voix respectée dans les cercles intellectuels, mais elle refusa toujours les estrades trop hautes, les titres trop lourds. Elle préférait les salles modestes, les universités de province, les endroits où les mots avaient encore besoin d'être défendus. Chaque fois qu'on lui demandait de résumer son parcours, elle répondait simplement « J'ai appris à ne plus me taire ». Un soir d'hiver, alors que la neige recouvrait la ville et que le monde semblait suspendu, elle reçut une dernière lettre, sans expéditeur. À l'intérieur, une phrase manuscrite, maladroite, presque enfantine. « Je suis désolée. » Elle ne sut jamais de qui elle venait. Elle la plia, la rangea dans un livre, et sourit. Le pardon n'avait plus besoin de visage. Car à la fin, Sarah comprit une chose essentielle, le vrai pouvoir n'est pas de répondre à l'arrogance, mais de ne plus lui laisser d'espace. Et dans ce monde qui crie pour exister, elle avait choisi de parler juste, doucement, mais pour toujours.